Entrée en photographie. Réflexion sur l'art de Christelle Léris, écrit par Sam Bassu. Traduction française par Jérôme Felin. Lu par Benoît Lelièvre. Édité par Arzo Éditions avec 4 photographies de Christelle Léris. Chapitre 1. Tchernobyl prend une photo. Le conseil d'usage donné à ceux qui entreprennent l'écriture d'une histoire est de commencer par le commencement. Cette histoire devrait débuter en 1826 ou 1827, par un regard à travers une fenêtre du premier étage de la propriété Niepce en Bourgogne. Quand l'un des tout premiers clichés qui nous soit parvenu a été pris, événement plus marquant encore que les débuts de la photographie. Cependant, il reste du chemin à parcourir avant d'en arriver là. Aussi suis-je contraint d'en déduire que commencer par le commencement n'est vraiment pas un bon conseil. Je laisserai ces prémices aux futurs plus lointains auxquels elles appartiennent. L'ouverture doit être travaillée, ruminée, ordonnée. Je suis certain que même le Big Bang possède une forme de préambule. De fait, j'échangerai ce conseil avec un autre. Vous devez toujours commencer par le milieu de l'histoire et, grâce au travail, avancer vers l'horizon en vous répandant comme les racines d'un arbre ou les radiations d'une explosion nucléaire. Dans notre cas, le milieu de notre histoire se situe dans les années 80 en Ukraine. Il est assez malaisé de commencer une histoire par le milieu, en particulier si vous commencez par un événement qui a été meurtrier et suscité autant de peur que de douleur. Et plus malaisé encore de ne pas en parler du tout, et de disserter sur autre chose de totalement insignifiant. Mais je fais confiance à mon intuition. Je lis ensemble des instants éloignés les uns des autres. Je crois que cela me tracera une voie pour penser le travail d'une artiste, Christelle Léris, et penser avec lui. Christelle est une artiste dont le travail a besoin d'être réfléchi. C'est ma manière à moi de rassembler des éléments indirects, distants et presque oubliés, et de les faire pénétrer dans un espace commun où on peut commencer à les façonner, même si on n'en devine pas tout de suite la raison, même si cela vous rend triste, ou si vous ne ressentez rien du tout. Voilà, allons-y. Commençons par cette absence de ressenti. En 1981, mes parents nous ont emmenés, mon frère et moi, dans un road trip jusqu'en Union soviétique. Nous campions. Nous avons fait en voiture le chemin de la Finlande à Leningrad, puis vers Moscou, et nous avons bifurqué vers le sud en passant par Kiev et Odessa. Je me souviens des journées de voyage, à travers des forêts interminables, jusqu'à ce que nous arrivions à Moscou. Après, la route devint continuellement droite, sur des centaines de kilomètres. Résolument droite, sur des collines à pente douce, jusqu'aux évanescents lointains, à travers les champs de blé sans fin. Qu'en ai-je retiré ? Rien. L'excitation d'un enfant à la découverte de nouveaux paysages a été étirée jusqu'à l'ennui. Dans cette expédition, ma curiosité juvénile a été rendue aveugle à toute chose, à force de champs de blé infinis, se succédant sans arrêt les uns les autres. Néanmoins, cela reste un souvenir qui perdure en moi bien que rien ne le motive, excepté l'interminable succession du paysage à lui-même, d'une heure diluée à une autre. Qu'est-ce qui me fait me souvenir de cette partie de la route sans événement notable ? Sans doute les choses se logent-elles dans notre mémoire à long terme, si elles ont une signification quelconque, ou sont répétées au travers d'une vie. Ici, dans ce souvenir repose un événement très simple, inexplicablement ennuyeux, et je me demande après toutes ces années s'il est possible que la signification de ce souvenir n'advienne qu'après que le souvenir a été fabriqué. Celui-ci me laisse le sentiment d'avoir été profondément enfoui dans la Terre, d'être devenu minuscule sur une planète qui avait grossi jusqu'à atteindre la taille de Jupiter. Ce n'est pas une sensation perturbante, elle est plutôt rassurante.
je suis attiré par la terre. Cela peut être excitant d'être près de la mer, mais je ne peux le tolérer qu'un court moment. J'ai besoin de m'absorber dans le paysage. Quand j'étais petit, ma mère possédait un vieil atlas que je pouvais étudier de près, au sein duquel je m'imaginais voyager. Je ne prenais pas tous les endroits mystérieux dépeints dans l'atlas pour des endroits réels que je pourrais visiter un jour en tant que touriste adulte, mais comme des géographies que je consignais dans mon imagination. Comme si un lieu pouvait commencer à exister si vous passiez assez de temps à en observer la carte. En revenant sur le souvenir de ce voyage familial où, assis en silence sur la banquette arrière avec mon frère, pas de radio dans notre voiture en ce temps-là, et mes parents ne parlaient pas beaucoup, ou lors de périodes de chamaillerie suivies du même silence, je suis aujourd'hui capable de tourner ma jeune tête vers la droite et de scruter au dehors le plat paysage de blé défilant à la fenêtre de la voiture. Que vois-je ? Rien de bien différent de ce que je voyais une heure avant, mais je me sais scruter les champs au dehors en direction de l'endroit où se trouve le réacteur nucléaire de Tchernobyl. Bien sûr, je ne peux pas le voir à cette distance, mais je fixe mon regard dans sa direction, sachant qu'il est là. Si je creuse dans mon souvenir, le réacteur nucléaire se situe un peu en dessous de la ligne d'horizon, peut-être de la largeur de mon petit doigt étendu sur la courbe du globe terrestre. Il suit notre voiture comme un sous-marin, filant en silence. Le souvenir peu à peu se détache du travail de mémoire, et il commence à vouloir influencer les choses du présent. Il est là et veut parler. Est-ce une caractéristique du souvenir, fallacieux et versatile, de ne pas vouloir rester enterré dans le passé ? Est-ce là l'origine des spectres, ou y a-t-il quelque chose qui nous poursuit à travers les couloirs du passé ? Tandis que je fouille dans mes pensées à la recherche de traces de ce voyage, suivant les kilomètres sans fin de cette immuable route soviétique, je me prends à me réinventer, là, regardant à travers la vitre de notre voiture familiale. Et sur ma droite, la centrale nucléaire dominant Kiev, cachée sous l'horizon, des années avant que j'en ai la moindre conscience, des années avant qu'elle impose sa marque à l'histoire. Des éléments stratifiés par le temps se détachent de leur période d'origine pour errer parmi nous. Je regarde en arrière et je me sens comme si j'avais vécu dans l'ombre de ce désastre, de cette aube lugubre. Même après les terrifiants événements qui se sont déroulés, c'est la prémonition de Tchernobyl qui hante, non son lendemain. Dépassons les terribles détails de ce 26 avril 1986 et revenons 6 mois en arrière. Je parle avec Christelle. Nous allons à Angoulême en voiture, un trajet de 2 ou 3 heures. Nous avons préparé un pique-nique et prévu un itinéraire à travers la campagne au lieu de prendre l'autoroute. Nous filons loin du plateau, de ces anciennes fermes de granit, de leurs toits d'ardoise pentus et sombres, jusqu'aux courbes douces des collines, un peu plus bas. Durant le trajet, nous parlons de beaucoup de choses. Christelle se souvient de son voyage en Tchéquie en 1990, juste après la chute du mur de Berlin, et des vies, des attentes, des perspectives différentes qu'elle découvrit alors. C'était un temps pour les nouvelles amitiés, l'enthousiasme, les discussions animées à propos de la pauvreté et des privilèges. Elle rit et fait remarquer qu'à présent, elle a des difficultés avec sa thyroïde, puis plaisante en affirmant que c'est probablement dû aux répercussions de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Ces derniers mots se détachent car ils sont à moitié sérieux. Quand je dis sérieux, je ne veux pas signifier qu'il n'existe aucune théorie solide certifiant que quelques années après l'incendie du réacteur nucléaire de Tchernobyl, Christelle se prit à errer dans un nuage d'iode radioactive, ou qu'elle a mangé de la nourriture issue de récoltes contaminées, échouée sur une table française.
Peut-être est-ce vrai? Non, le ton sérieux de Christelle survient quand nous voulons signifier que quelque chose se déroule à un niveau de complexité qui se situe au-delà de nos usages quotidiens, où nous nous efforçons de créer du lien. C'était dit pour signifier que malgré notre avance et notre confiance en nos moyens intellectuels, des choses arrivent que nous ne pouvons ni prévoir ni comprendre. C'est le ton de la conversation que nous utilisons quand des personnes parfaitement rationnelles ont besoin de parler de choses étranges. Me revient alors en mémoire mon souvenir d'enfance, réadapté de la centrale se profilant juste au-dessous de l'horizon, inatteignable. Quelque chose qui n'aurait pas dû avoir un quelconque effet sur moi, mais qui néanmoins est présent. Je ne parle pas de relation entre des pensées rationnelles et irrationnelles. Je parle d'un endroit où nos intuitions ordinaires, mais évoluées, ne sont pas encore suffisantes pour comprendre des processus qui fonctionnent ensemble à un haut degré de complexité. Salvador Dali a proposé sa méthode paranoïaque critique pour tirer parti de ces moments où nous sommes capables de penser plus intensément. Lorsque nous trimons aux limites de notre compréhension ou à l'horizon de nos perceptions. La tendance paranoïaque à voir des schémas de relations dans les choses qui semblent indépendantes peut être une voie efficace pour être prévenu d'événements inimaginables, si nous restions dans la seule orbite de ce à quoi nous croyons déjà. Et puis, quelques années après mes vacances en famille en Union soviétique, ce terrible jour. Le vent, la pluie, les fleuves et le sol deviennent les réservoirs de ces grands nuages d'iode radioactive s'échappant du réacteur nucléaire en feu. Elle se répand sur la planète, de la Finlande à la Turquie. Elle atteint chaque chose, les glandes thyroïdes absorbant l'iode mutante, déclenchant des cancers. Parfois, cela vous semble évident lorsque vous observez les différents éléments, recherches et données scientifiques qui ont été collectés et rassemblés au long des décennies qui ont suivi l'accident. Elle a laissé son empreinte sur le paysage, sur la faune et la flore, sur les personnes et sur l'histoire. Mais toutes ces conséquences ne sont pas les seules probables. Elles se démultiplient. Des cancers sont encore attribués à Tchernobyl, 40 ans après l'événement. Et on en prédit plus encore. Le monde toujours change de voie et de direction sur ce que l'on peut en dire. La photographie de Tchernobyl, son exposition, c'est l'éclair de l'accident, figé en une tumeur, qui transforme les atomes, les cellules, toute créature, leur communauté et l'environnement. Elle se défait en différentes catégories d'objets et devient de la fiction, une série TV, une destination pour touristes. Cette photographie prend la forme d'interventions chirurgicales, d'images de drones, d'un thème musical sombre et menaçant. Sur le trajet du retour, nous nous arrêtons dans un petit village désert et faisons une pause pour pique-niquer. Nous avons parlé des débuts du cinéma. Christelle choisit souvent des exemples cinématographiques pour initier le public à sa méthode photographique. Le mouvement des personnes et de la caméra, les mises au point et les changements de lumière, toutes ces choses sont faciles à voir dans l'image animée, mais elles sont aussi présentes dans chaque plan fixe. Elle encourage le public à utiliser une lentille fixe pour commencer à prendre des photographies, parce qu'on ne peut pas zoomer sur chaque détail ou cadrer ce qu'on veut. On est obligé de bouger le corps, plus près ou plus loin du sujet. La photographie ne résulte pas seulement d'une position statique en dehors du monde, passive, en spectateur. La photographie est en relation avec tout ce qui l'entoure. Elle fait partie du mécanisme du monde dans sa totalité. Et c'est la première chose que vous avez besoin de comprendre quand vous commencez à réfléchir à la photographie de Christelle. Gardant à l'esprit nos images du paysage déserté et radioactif de Tchernobyl, notre conversation sur le cinéma dérive vers le film de Tarkovsky,
Stalker. J'avoue que quelque chose à propos de l'histoire de Stalker, basée sur un livre des frères Strugatsky et intitulé « Pique-nique au bord du chemin », me fait penser à l'approche que Christelle a de la photographie. L'histoire se déroule au lendemain d'une visite extraterrestre sur la Terre, restée inaperçue. Elle a laissé derrière elle des endroits dangereux, où d'étranges phénomènes se produisent. Malgré toutes les tentatives pour débusquer le sens de cette visite étrangère, le soupçon se fait jour. Peut-être n'y a-t-il aucune signification tacite à la rencontre avec les extraterrestres. Peut-être l'événement n'a-t-il aucune perspective ou finalité. Il s'avère que la planète était une simple escale sur un chemin vers un ailleurs et que les étranges phénomènes découverts, de part en part, sont l'équivalent des déchets laissés sur le bord de la route après un pique-nique, tel que le conçoivent des créatures sylvestres. Sans essayer en aucune manière de rendre les choses inhabituelles ou étranges, la photographie de Christelle nous met en relation avec un monde qui est totalement inusité et en même temps parfaitement reconnaissable. C'est celui que l'on connaît, mais quelque chose a été déplacé ou bougé. Nous allons à la rencontre d'un monde où l'arrogance de tout voir du point de vue de l'humanité commence à s'effriter. Et nous observons à nouveau notre univers, non parce qu'il nous promet une place en son sein, ou qu'il trouvera sa signification et son ultime salut en nous, mais en dépit du fait qu'il peut en fin de compte s'avérer hostile à notre existence même. Mais le travail de Christelle ne rejette pas non plus l'existence humaine. Il est encore plein de ses traces, de vie, d'émotions et de fantômes. Dans mon imaginaire, Tchernobyl est notre pique-nique au bord du chemin. Notre découverte de la possibilité que notre place dans l'univers ne soit ni sûre ni centrale, et cet événement à Tchernobyl se présente lui-même à la façon d'une photographie. Il grave un moment sur notre paysage, nos imaginaires, nos corps. Tout comme la mer se grave en rides de sable sur la plage, tout comme le gaz, produit par le mouvement des planètes, s'inscrit dans les nuages, tout comme les photons traversent la lentille et transforment les cristaux d'iode argentés en un appareil photo. Cette perspective n'est ni apocalyptique, ni lourde de fatalité, même si elle est rendue possible par ce désastre. Confronté à une photographie de Christelle, on découvre un paysage qui peut susciter l'affect, qui peut aller de pair avec un sentiment profond et la compassion, mais en même temps, il n'a pas recours à une perspective humaniste pour se trouver une justification. Il accepte pour éventualité l'aliénation ou la marginalisation comme endroit nécessaire, à la fois à l'intelligence de la réflexion et à la critique. Il se promet à un futur, non pas un temps finalement inaliénable, où toute lutte aura disparu, mais d'ouverture à la différence, à l'anticipation. À travers ces ombres ténébreuses et ces flous innervés, le travail de Christelle est un travail d'anticipation. C'est un paysage où le désastre menace sous la surface, accessible à travers une idée venue du futur, tout comme le réacteur nucléaire sous l'horizon de mon souvenir d'enfant qui ne trouve son sens que maintenant. Ce ne sont pas des avertissements à l'approche de désastres. Ces photographies sont plutôt une ligne de conduite pour un futur qui pose sur nous un regard en arrière avec tendresse. Un futur où nous aussi, nous serons fantômes. Radio Culp.